pour terminer la matinée, deux thématiques. Celle qui constitue la priorité de cette réforme, donc l'apprentissage, sur lequel il y a pas mal d'actualité, puisque on n'est pas tout à fait au bout de l'actualité. On a le processus de définition des coûts contrats qui est presque arrivé à son terme, mais il nous manque encore une dernière étape. Et après, on a de la visibilité pour pouvoir faire. Je suis reparti j'ai essayé d'illustrer le diagnostic du gouvernement sur l'apprentissage et pourquoi on a changé le système et pourquoi on permet dorénavant, en fait, pourquoi on a fait de l'apprentissage un marché. Là où on avait un service public de formation initiale, on a fait un marché inclus dans le champ de la formation professionnelle plus largement. Parce qu'on a fait le pari que l'organisation du système était une des raisons de son faible développement et du fait que l'apprentissage stagnait depuis une dizaine d'années, quantitativement, 100 ans. Puisque qualitativement, on avait une croissance dans le supérieur et une perte d'effectifs régulière, et les deux se compensant à peu près sur le secondaire. Et donc le gouvernement dit, parce qu'on a un système qui est malthusien, parce que n'importe qui ne peut pas... on a une politique d'offre, on prédéfinit ce que sont les besoins des entreprises, on met en place une offre, et ensuite on voit si on arrive à remplir cette offre. Et donc il faut partir de la demande, et la demande potentielle est supérieure à ça. Donc, permettons que toute demande trouve satisfaction. Et pour ça, il ne faut pas un système où l'offre est prédéfinie. Il faut un système où l'offre peut apparaître n'importe quand. Donc on ouvre. Et donc on supprime, dès aujourd'hui, c'est déjà supprimé, on supprime toute condition d'autorisation pour ouvrir un CFA. Donc qui veut ouvrir, ouvre. Certes, doit respecter les exigences qui sont celles d'un CFA, mais rien d'inatteignable pour qui fait de la formation. Le référentiel de certification est commun, en très grande partie, à celui des organismes de formation continue. Et donc, on a un système ouvert. On a, du coup, réformé, alors, à tout niveau. Les CFA, c'est ouvert sous réserve de certification, comme pour la formation continue, cette exigence ne venant d'ailleurs qu'en 2021. Les entreprises, du coup, peuvent recruter librement, sans savoir, se poser la question de savoir si il existe une place d'apprentissage pour les métiers qui les intéressent. Alors, en ouvrant, on a créé plusieurs compétitions. On a créé la compétition entre les CFA, évidemment. On a créé la compétition entre les jeunes. Alors, voir que c'est, à mon avis, un des sujets majeurs pour les années à venir, c'est si on a une augmentation, ce qui devrait aller de soi, du nombre de CFA et du nombre de cursus, la question va se poser de qui récupère les jeunes et où on va les chercher et sur quelle base d'attractivité et pour faire quoi. Mais aussi, on a ouvert une compétition entre les titres. Parce que l'intégralité du RNCP est ouverte sans condition à l'apprentissage, ce qui fait que potentiellement, nous avons quasiment 10 000 titres qui peuvent donner lieu à un parcours en apprentissage, alors qu'on était très loin de ce stade-là. Donc, pour les entreprises, l'opportunité que ça offre, c'est que les gens peuvent se dire « je peux recruter des apprentis pour des métiers pour lesquels hier, il n'y avait pas d'offre ». Demain, il suffit que je trouve un organisme qui devient CFA ou, et je vais y revenir, qui s'abrite dans un CFA, qui me propose le cursus et le diplôme qui me convient, et on a un large panel de choix, et si on trouve des jeunes, on peut y aller. Donc ça veut dire aussi que toute entreprise qui a des flux de recrutement des jeunes peut se poser la question, est-ce que ça ne vaut pas le coup de le faire en apprentissage? Donc on a vraiment un champ qui est très différent. Vous voyez, ce n'est pas simplement comment on projette l'existant dans le nouveau format. On est sur un champ qui est ouvert en termes de recrutement, un champ qui est ouvert en termes d'organismes de formation, un financement qui est confié aux OPCO, mais sur lequel ils ne décident rien, puisque c'est le mécanisme des coûts contrats. Alors quand je disais qu'on était presque à terme du mécanisme des coûts contrats, vous avez sans doute suivi le processus.
On a demandé aux branches professionnelles de faire des propositions, ce qu'elles ont fait. Il y en a 180 quand même, sur les 320 qui sont identifiés dans les OPCO, ça veut dire qu'il y en a 140 qui ne l'ont pas fait. 180 qui ont fait des propositions que France Compétences a très largement validées et a demandé à certaines de revoir leurs coûts, alors soit à la hausse, soit à la baisse, parce qu'il y a des gens à qui on a demandé de remonter leurs coûts. Parce que, je ne sais pas si le mécanisme est clair pour tout le monde, mais ce n'est pas France Compétences qui fixe les coûts, ce sont bien les branches. Autrement dit, dans chaque branche, il peut y avoir un tarif différent pour un même diplôme. C'est la branche qui décide. Simplement, quand la branche a fait une proposition qui ne rentrait pas dans la moyenne des propositions des autres branches pour le même diplôme, on lui a fixé une fourchette, en lui disant c'est au minimum ça et c'est au maximum ça. Et là, on redemande aux branches de fixer. Donc, on va avoir des coûts qui, certes, pour un même diplôme, seront dans une même fourchette, mais qui pourront être différents. Et parfois, les fourchettes, c'est quand même 2000 euros d'écart, hein, donc ce n'est pas tout à fait négligeable. Qui seront dans une même fourchette, mais qui ne seront pas identiques d'une branche à l'autre. Alors ça, on peut faire le travail. C'est-à-dire que je peux savoir aujourd'hui, si je fais tel diplôme avec une entreprise de tel secteur, combien l'OPCO va me donner. Donc ça, je peux l'identifier. Il reste un dernier paramètre, enfin 2 paramètres pour ce qui vous concerne d'ailleurs, un général et un pour vous. Premier paramètre, bien évidemment, toutes les branches n'ont pas listé tous les diplômes et certaines branches n'ont rien décidé. Donc il va y avoir des coûts par défaut. Et donc l'État doit fixer, avant la fin du mois, le coût par défaut pour les diplômes que les branches n'auront pas visés. Et pour les branches qui n'auront rien décidé. Alors ce n'est pas mineur parce que ça va quand même concerner potentiellement un volume relatif. Ça peut concerner un volume relativement important. Le deuxième paramètre, c'est qu'on doit avoir un coût de minoration de ces taux pour les organismes publics. Annoncé à de multiples reprises au motif que certains coûts sont déjà financés, notamment dans les lycées. Et donc, on doit avoir, alors le gouvernement est un peu embêté pour calculer ce taux, savoir à quelle hauteur on le met, etc. Vient d'annoncer que pour le supérieur, il n'y aurait pas de minoration. On comprend mal la logique, hein, puisque s'il y a une minoration pour le secondaire, oui, il n'y en a pas, oui, c'est ça. Oui. Et oui, parce que la logique avancée, c'est de dire, on a comparé les grandes écoles, les universités, les écoles d'ingénieurs, etc. Puis en fait, on s'est aperçu que peu ou prou, elles recevaient toutes des subventions donc pour calculer. Donc on s'est dit que ce n'était pas grave si on laissait le taux. Enfin, il y a quand même tout le privé supérieur qui ne reçoit pas particulièrement. Donc la même logique que sur les autres segments. Mais bon, il n'y aura pas de minoration. Et donc la question à se poser, c'est quel taux de minoration on va appliquer là-dessus pour savoir exactement quels seront les tarifs et le format sur lequel vous travaillez. Donc il nous manque ces 2 paramètres, coût par défaut et l'éventuel taux de minoration qui serait appliqué. Mais à partir de là, ces tarifs sont prédéterminés, donc du coup il n'y a pas de négo et l'OPCO il finance, et les conseils régionaux reçoivent de France Compétences à peu près aux alentours autour de 450 millions d'euros à répartir en 13 pour financer de l'investissement ou du fonctionnement dans les CFA. Donc il reste une politique régionale, bien évidemment, d'apprentissage. Avec peut-être une difficulté, en tout cas une appréhension nouvelle de ce dossier par les conseils régionaux, puisque l'apprentissage étant devenu un marché, ils sont susceptibles d'intervenir sur ce secteur-là dans les mêmes conditions qu'ils interviennent pour la formation continue. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas dire « je finance tel ou tel CFA parce que je décide que je dois le financer ». Il va falloir donner les critères qui permettent à des CFA d'aller chercher des financements et tous les gens qui remplissent les conditions devraient pouvoir prétendre au même type de financement. Alors ça peut être des critères de public, ça peut être des critères de secteur géographique, de domaine dans lequel on intervient, bref, ça peut être tout ce que l'on veut. Mais il faudra quand même définir une politique et des conditions. Donc ça, c'est le nouvel environnement de financement, avec donc ce que j'appelle compétition dans les titres, hein, parce que j'avais pris ici un exemple pour le secteur du bâtiment. J'avais regardé ce qui existait comme offre avec des titres chez vous. Alors c'est marrant parce que c'est un secteur, c'est pour ça que j'ai pris comme exemple,
plus on monte en niveau, plus, mais c'est assez souvent le cas, et plus l'offre est diversifiée, plus on trouve de titres. Souvent, il n'y a pas tellement de choix sur les niveaux 5. Et puis après, quand on monte en niveau, ça s'élargit. Mais on a le choix. Alors, c'est un choix, vu le financement au coût contrat, qui pourrait mixer plusieurs paramètres. D'abord, quelle est la qualité de la certification? Quelle est la qualité de ceux qui y préparent? Et puis, quelle est la durée de formation? Parce que demain, j'ai un coût pour les... et quelle est la capacité de l'organisme à éventuellement positionner le jeune au départ? Parce qu'ensuite, si pour arriver à la certif, il me faut 300 heures ou 500 heures ou 600 heures, je suis payé pareil. Je suis payé au coût contrat. Vous voyez, ce n'est pas la durée qui va faire le paiement. Et donc, vous voyez tous les calculs auxquels on peut se livrer dans ce cadre-là. Mais vu du côté d'une entreprise ou d'un côté du jeune, si je suis plus motivé par l'activité que par la formation, ben avoir 300 heures de formation en avoir 6 ans, ce n'est pas pareil. Et si je suis une entreprise, avoir un jeune qui est 300 heures de plus, donc 2 mois sur un an en entreprise plutôt qu'en centre de formation, ce n'est pas pareil non plus, bien évidemment, dans le calcul. Donc ça crée entre l'offre certifiante, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais il fut un temps où vous étiez le réseau des Greta dans son ensemble, hein, le réseau qui préparait le plus au titre du ministère du Travail. Ça doit être toujours, je pense que c'est une stat qui doit rester d'actualité. Bon, ben voilà, c'est une des, vous voyez, une des problématiques qu'il va y avoir, c'est avec quelle offre de certification je travaille, quoi. Qu'est-ce que je mets à disposition? Qu'est-ce qui intéresse le plus, finalement, ceux qui sont concernés? Parce qu'avant, je vendais ma certif au conseil régional. Ils la prenaient ou ils ne la prenaient pas. Là, je la vends aux entreprises et aux jeunes. Hein. Et je me retrouve potentiellement avec d'autres qui, sur les mêmes métiers, pourraient travailler avec d'autres certifications. Ça veut dire que quand je construis mon offre d'apprentissage, je ne peux pas faire l'économie de dire sur les métiers auxquels nous préparons avec les certifications que nous avons choisies, quelles sont les offres alternatives, est-ce qu'il en existe? Et est-ce qu'il en existe concrètement sur notre territoire, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en compétition ou pas du tout? Ça peut changer un peu la donne. Hein. Donc, on est obligé de faire ce diag par métier. Oui. Exclu. Oui, exclu. Oui. Ouais. Les CQP sont inscrits au répertoire, mais pas en tant que titre ou que diplôme, et donc ils n'ouvrent toujours pas droit à l'apprentissage. Si les branches veulent que leur CQP soit éligible, il faut qu'elles les transforment en titre. Oui. Non, parce que l'apprentissage n'est ouvert que sur le titre complet. Par contre, ce qui peut vous permettre d'en reparler, c'est que vous avez la possibilité de moduler le parcours de formation en faisant un positionnement du jeune à l'entrée. Et de moduler du coup la durée du contrat aussi. Puisqu'on n'est plus sur une durée préfixe d'une année, on peut faire des contrats éventuellement plus courts, en descendant au minimum à 6 mois. Quoi. Mais je peux faire des contrats de 8, 9 mois, etc. Oui, pour l'apprentissage. Oui, c'était limite. C'était 1 an minimum, c'était 1 année. Et donc là, je peux descendre à 6 mois. Je peux descendre à 6 mois si je fais une validation, puisque je suis obligé de faire... On a fait sauter du coup la barrière de 400 heures minimum et on l'a traduit par 25% minimum de la durée du contrat, ce qui sur 1 an revient au même, ça fait 400 heures, mais si je fais plus court, ce n'est pas la même chose. Donc on a assoupli. En fait, on a introduit sur le contrat d'apprentissage ce qu'on pouvait faire sur le contrat pro. Et pour égaliser les situations, raccourcir les parcours si nécessaire, pas refaire faire aux jeunes ce qu'on peut valider à l'entrée, etc. Et vous voyez que je peux faire du CPF sur des blocs de compétences. Je ne peux pas faire d'apprentissage sur des blocs de compétences, mais je peux faire un positionnement et une sorte de validation sur le... Mais il faudra quand même présenter le jeune à la totalité de l'examen, qui passe la totalité. Mais je peux adapter le parcours. Ça veut dire que si, pour ceux qui ne l'auraient pas encore, se pose la question d'une sorte de plateforme de positionnement pour tous les candidats qu'on reçoit pour savoir exactement comment on découpe et on articule les parcours. Quoi. Parce que si je fais que du standard, je me prive de capacité finalement. Et je vous rappelle qu'avant, on ne le faisait pas, ou on le faisait peu, parce que je me pénalisais moi-même en faisant des parcours plus courts parce que j'étais payé à l'heure, mais qu'avec un financement au coût contrat, la question ne se pose plus du tout comme ça.
on va me payer l'activité de positionnement, la réduction de parcours, ce qui sera peut-être une attractivité supérieure pour les candidats. Oui, allez-y. Ah non, non, sur le fait que le jeune soit arrivé au bout. Ah non, 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 il n'y a pas d'obligation de résultat. L'obligation de résultat, elle est différente. C'est qu'on vous oblige, comme tout le monde, hein, on oblige à la publication des résultats. Donc vous serez obligé de dire quels sont vos taux d'insertion et vos taux de réussite au diplôme, de les afficher. Et ça peut éventuellement jouer sur votre recrutement ultérieur. Et c'est tout. C'est-à-dire que les gens qui se placent dans une logique exclusivement économique, voyez, qui dit je vais prendre les diplômes où il y a le moins de durée de formation, je vais faire du low cost en quelque sorte et je serai payé pareil. Vous voyez, si ça vaut, je serai payé au prix de toute façon, au prix du diplôme, mais je vais faire le plus court possible. Bon, tant que ça marche et que les jeunes arrivent à avoir l'assertif et qu'ils arrivent à trouver du boulot derrière, personne ne pourra rien leur reprocher. Hein. Ils font leur boulot. Après, on jugera sur pièce quand même. Hein. Mais là-dessus, chacun prend son risque. Alors, ce qui donne donc un bouleversement, évidemment, du mode de financement de l'apprentissage, le coût contrat ne correspond pas nécessairement au coût réel. On est parti quand même des coûts réels pour essayer de voir ce que ça donnait, mais on a fait beaucoup d'approximations parce qu'on a travaillé sur des gros volumes et sur des moyennes, donc c'est un peu approximatif, les coûts. Ceci dit, quand vous regardez les coûts de France Compétences, hier le ministère a annoncé 78% des diplômes ont un coût supérieur à leur coût de financement actuel. C'est ça quand même le résultat. Hein. C'est-à-dire que les arbitrages de France Compétences ont quand même été généreux. On va dire ça comme ça. Et même, pour certains, mais là je ne donne pas de nom, très généreux. Très généreux. C'est-à-dire que clairement, il y a des jackpots. Quoi. Il y a des gens qui vont se retrouver avec des niveaux de financement qui sont... enfin bon, bref. Mais il y a deux raisons à ça. C'est que, d'abord, vous connaissez la situation, les régions l'ont suffisamment dit, on a plus de la moitié des CFA actuels qui ont des déficits d'exploitation qui étaient couverts par les régions. Et le gouvernement n'a pas voulu que la réforme se traduise par des fermetures retentissantes de CFA qui n'arriveraient plus à joindre les deux bouts. Donc on a quand même pris une marge de sécurité. La deuxième chose, c'est qu'on veut quand même booster le dispositif. Donc on met des prix attractifs de manière à ce que des opérateurs nouveaux viennent sur le marché. C'est une évidence. Et la troisième, c'est que ces coûts ne sont donnés que pour 2 ans. Et c'est là quand même une petite vigilance. C'est-à-dire qu'ils sont révisables. Donc ils sont garantis 2 ans. Au-delà, ils ne sont pas garantis. Donc, si je m'aperçois qu'il y a manifestement des segments où je suis très au-delà des coûts réels et où les gens dégagent des marges considérables sur cette activité, on reverra vraisemblablement les tarifs à la baisse, mais dans 2 ans. En attendant, tous ceux qui seront rentrés seront... c'est à tel point plus favorable que les coûts préfecture qu'on s'est aperçu, enfin le gouvernement s'est aperçu que d'abord, il y avait les gens qui... ont pour projet de décaler les rentrées. Vous voyez ? C'est-à-dire que si je rentre des jeunes en octobre en apprentissage, ils sont payés au coût préfecture. Les OPCO prendront le relais, mais je resterai pendant 2 ans, si je fais 2 ans, sur les coûts préfecture. Alors que si j'attends le 1er janvier pour les recruter, je suis sur les coûts contrats. Alors, je ne fais pas un dessin. Hein. Il vaut mieux que je m'abstienne pendant 2 mois. Si je dois gagner 2 000 € par jeune que je recrute, si j'en ai 20, ça fait 40 000 €. Enfin bref, c'est considérable. Et puis, on voit même des CFA actuels créer des structures parallèles, donc notre CFA à côté, pour basculer directement sur les coûts contrats, parce que s'ils les prennent, vous voyez, ils ne vont pas faire leur quota région, ils vont basculer sur les coûts contrats avec une structure neuve pour démarrer directement sur cette activité-là. Tellement le différentiel est important. Vous ne pouvez pas empêcher, quand vous avez des changements de règles et des écarts significatifs de financement, que tout le monde fasse ses petits calculs et se demande comment il s'organise. Hein. Voilà. Alors le gouvernement dit il va falloir qu'on soit vigilant sur la question. En fait, je ne sais pas trop ce qu'est la vigilance. Je peux interdire à personne d'ouvrir une structure et de démarrer une activité. Il n'y a pas beaucoup de problèmes à ça.
Donc, on est sur, tout à l'heure je vous disais, le seul dispositif où les financements sont à la hausse, mais c'est quasiment vrai pour quasiment tous les diplômes, y compris en coût unitaire. Là. On aura de meilleurs financements. Donc, parce qu'on souhaite créer cette attractivité, tout en disant le coût contrat n'est pas le seul mode de financement. Il peut y avoir évidemment les régions qui financent, qui interviennent, toujours à leur investissement et fonctionnement, on peut faire les deux. Se posera la question des réserves. On a donné à France Compétences la capacité d'aller faire les comptes des CFA à la fin de l'année 2019. Et oui, c'était les régions qui étaient censées faire ça tous les ans. C'est-à-dire que si j'ai des réserves sur l'apprentissage, je dois les réaffecter à l'apprentissage ou les rendre au conseil régional. Et donc chaque conseil régional a sa politique dans ce domaine. Le plus souvent, quand même, les régions négociaient ce qu'on en faisait plutôt que de repiquer l'argent. Mais là, c'est France Compétences qui est chargée de faire ça en disant je peux recevoir tous les comptes des 1000 CFA existants pour savoir où ils en sont. Et la question qui se pose, c'est pas que l'exercice 2019, c'est qu'il y en a qui ont des réserves. Et l'État dit, mais des réserves constituées sur la taxe d'apprentissage ou sur des financements régionaux, donc sur de l'impôt, ça nous appartient. Bon, alors on va voir, là c'est pareil, hein, on est dans un objectif de développement, donc on va dire aux gens, les réserves, vous les investissez. Vous les investissez, vous ouvrez des nouvelles sections, faites ce que vous voulez, mais bref. Donc la question des réserves se pose, le financement des branches se pose, et puis, alors c'est une problématique qui va se poser vraisemblablement pour le supérieur. Dans le supérieur, c'est le seul domaine, je pense, où France Compétences a retenu des taux au coût contrat inférieurs au coût réel. Et notamment pour les grandes écoles. C'est-à-dire que là, vous avez des grandes écoles qui facturent leur cursus 16 000, 18 000, 20 000 euros. On est sur des coûts contrats qui sont en moyenne autour de 10. Et donc, la question se pose. Soit elles arrêtent de faire de l'apprentissage, soit qu'est-ce qu'elles font du différentiel. Et là-dessus, on dit, bah, écoutez, puisqu'on est dans le supérieur, on a une valeur ajoutée de l'apprenti qui est déjà conséquente. En général, c'est des apprentis d'un âge plus avancé, qui ont déjà un background, etc. Donc, bref, si l'entreprise fait de l'apprentissage, elle doit pouvoir payer un complément et pas être un financement à 100%. Donc si elle ne peut pas mettre pour un ingénieur par apprentissage 5 000 euros sur son cursus de formation, ce n'est pas la peine. Donc c'est elle qui fera le... Donc on a la capacité à financer, enfin à facturer à l'entreprise un différentiel. La seule interdiction, c'est que je ne peux pas facturer aux jeunes ou aux familles. Ça, c'est toujours interdit. Mais je peux facturer aux entreprises. Après, c'est une question de... Est-ce que si je facture quelque chose aux entreprises, c'est un repoussoir qui fait que je ne les ai plus, ou alors est-ce qu'elles acceptent ce coût supplémentaire? Oui, je vais vous prendre un exemple. Il y a une branche qui, sur l'apprentissage, c'est les vétérinaires. Ils facturent quand même aux vétérinaires 4 000 euros l'apprenti en plus du coût de l'apprentissage. Ben, ça n'empêche pas qu'on a 2 000 ou 2 500 apprentis chez vétérinaires. Hein. Ce n'est pas forcément rédhibitoire. Donc on a une... Après se pose la question de comment j'équilibre les ressources. Est-ce que j'ai des ressources à mettre là-dessus pour les développer? Et puis il y a une dernière question qui va se poser qui est la suivante. À partir du moment où les régions n'ont plus la maîtrise de la carte, il n'y a plus de carte régionale de l'apprentissage. La carte régionale permettait notamment de maîtriser les investissements. Demain, il n'y a plus ça. Donc, si je me retrouve avec X et X CFA, positionnés sur les mêmes métiers, etc., il est évident qu'on ne va pas avoir la course à l'échalote de je vais financer des plateaux techniques partout. Donc, soit les gens se débrouillent et les partagent. Ils s'arrangent. Ils font du maillage. Et oui. Je vous rappelle que partager l'investissement est une manière d'en réduire le coût. Donc, si je ne peux pas le financer tout seul dans le cadre des coûts contrats, il faut que je trouve des gens pour le faire avec moi. Ou alors, on va vous demander, et peut-être que les OPCO auront cette mission-là, d'identifier, vous voyez, ça va revenir à ce qu'on disait sur la FES tout à l'heure, s'il n'y a pas des ressources, des entreprises qui ont des capacités d'accueil, en gros, au lieu de refinancer des... Je vais donner un exemple. Je travaille avec l'imprimerie. L'imprimerie, une machine un peu performante aujourd'hui, c'est entre 600 000 et 1 million d'euros. Donc, réinvestir dans le cadre des coûts contrats tous les 4 ans ou 5 ans 600 000 euros ou 1 million d'euros sur des machines pour avoir des plateaux techniques adaptés, ce n'est pas possible.
Donc, soit je trouve les entreprises qui ont ces machines-là, et toute la question c'est est-ce qu'il y a des temps disponibles? Est-ce qu'il y a des capacités d'accueil? Est-ce qu'on peut organiser le fait que les apprentis se forment en situation, et d'ailleurs rétribuer l'entreprise pour ça, bien évidemment, rétribuer ou pas. Et ça va se poser, je pense, pour tous les secteurs. Et ça pourrait être une fonction des OPCO que d'être une sorte de collecteur de ressources, donc de recenser auprès des entreprises quelles sont leurs capacités d'accueil pour structurer des parcours de formation. Et là, on a fait beaucoup de... Enfin, le ministère, surtout parce qu'il voulait... Oui, pardon, allez-y. J'ai voulu... Pourquoi? Ah oui, parce qu'on enregistre. Oui, alors dans cette logique-là, pourquoi est-ce qu'ils travailleraient avec nous? Pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas plutôt leur CFA privé? Alors, pour plusieurs raisons. Quand vous faites le... Quand vous faites le diagnostic, avant de créer un CFA, quand même, il faut un peu regarder. Quand vous faites le diagnostic, pour que je crée un CFA, il faut que j'ai les flux, vous voyez, il faut que j'ai les ressources, il faut que j'ai les ressources sur la totalité du cursus que je veux faire, ou que je trouve des partenaires, etc. Et après, il va falloir que je remplisse les obligations propres d'un établissement de formation, la certification, etc. Bon. Pour une entreprise, elle peut le faire. Hein. Il y en a qui ont largement les moyens de le faire, pas de problème, qui vont d'ailleurs le faire. Très bien. Mais est-ce que la solution de dire je trouve un partenaire qui est déjà CFA, je m'embête de rien sur les obligations, je fais juste en sorte que ce que je fais moi rentre dans ce schéma-là. Mais je n'ai rien à gérer de tout ça, donc je n'ai pas les coûts qui vont avec non plus. Hein. C'est déjà fait par ailleurs. Après, s'il y a des parties de formation que je ne sais pas faire, sur l'enseignement général par exemple, etc., c'est mon partenaire qui le fait. Et moi, je fais la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire, en gros, la customisation des compétences professionnelles à mon environnement à moi, tout en préparant au diplôme. Ben, c'est un format qui est beaucoup plus économique, qui est beaucoup plus simple, dans lequel je peux rentrer plus directement, et la question, c'est de trouver les bons partenaires. Et alors ça, je vous dis sur des grands réseaux de CFA, ce à quoi on se prépare aujourd'hui, c'est est-ce que demain, je suis producteur ou est-ce que je suis coproducteur? Est-ce que j'offre, et il y en a même qui vont plus loin, qui disent je suis une plateforme d'hébergement. Je suis une plateforme d'hébergement de projets d'entreprises qui souhaiteraient, parce qu'elles ont le flux suffisant, elles ont le volume, qui souhaiteraient créer leur section. Pour un diplôme auquel je suis capable, moi, de préparer, je remplis toutes les obligations administratives, c'est pas leur, du CFA. Vous voyez, une boîte qui va avoir un flux, je sais pas, de 20 ou 30 apprentis dans l'année, c'est déjà une belle opération. Mais est-ce que pour autant, elle va avoir un référent mobilité internationale, un référent handicap, etc., rentrer dans le référentiel CFA, se faire auditer par un organisme cofraqué, etc. Vous voyez, c'est plus simple de venir vous voir, on fait une convention, vous m'hébergez, vous avez rempli toutes les conditions, j'en bénéficie à hauteur de ce dont j'ai besoin, et puis on travaille ensemble. Enfin, ça me paraît de loin beaucoup plus simple, beaucoup plus opérationnel et beaucoup plus immédiat. Et en plus, on peut regarder où on fixe la barre. Qu'est-ce que vous prenez vous comme formation et quelle est la part que je prends moi? Et donc, je vous ai fait un petit schéma qui correspond à ça. C'est que pour une entreprise, j'ai rappelé les conditions pour être CFA, mais surtout le calcul, il est là, vous voyez. Je le prends à l'envers. L'étape ultime, c'est est-ce que je deviens moi-même CFA? Oui, pourquoi pas. Et puis, mais il faut, si j'ai de la taille, je peux trouver là un moyen pertinent de faire financer une activité de formation dont d'ailleurs je peux récupérer tout ce que j'ai développé pour les apprentis pour former mes propres salariés. Je peux faire des économies d'échelle. On me dit de me débrouiller avec mes ressources. Ben, si je crée un CFA, bien sûr, je vais inclure des salariés dans les formations que je fais. Si je développe des outils de formation à distance, etc., je peux les réutiliser, etc. Bon, mais il faut du volume. L'étape intermédiaire, c'est j'ai un partenariat avec un CFA existant, ça m'exonère de toute la partie obligations spécifiques et ça ne m'empêche pas, et on fixe librement la part de chacun et la part des coûts d'ailleurs que chacun reçoit, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible et ça peut concerner des entreprises de taille plus réduite. Je ne suis pas obligé d'être sur des... Oui, moi, la semaine prochaine, je travaille avec Carrefour pour créer leur CFA. Bon, mais Carrefour,
le volume d'établissement, le volume de recrutement, etc., ça peut se comprendre qu'ils aient envie de créer leur CFA. Mais ceci dit, la question va se poser. Hein. Est-ce qu'on en crée un? Ou est-ce qu'on en crée plusieurs? Ou est-ce qu'on ne va pas s'appuyer, dans certains cas, sur des CFA existants pour ne pas avoir tout le process de création? Oui, c'est pas réglé cette question. Hein. Après, j'ai comme opportunité que... J'utilise une formule qui vaut ce qu'elle vaut. Je dis parfois, ne soyez pas prisonniers des besoins des entreprises. C'est-à-dire, vous voyez, est-ce que celui qui a inventé ce que vous avez tous devant vous sur la table, il a attendu que vous lui demandiez d'avoir besoin d'un portable pour le fabriquer? Il l'a fabriqué, il a créé le besoin. Et vous avez des tas de choses comme ça où on ne part pas du tout du besoin. On met une opportunité en place et les gens ne savaient pas qu'ils pouvaient en profiter. Est-ce que demain, il faut attendre des remontées de besoins d'entreprise pour mettre en place des cursus, ou est-ce qu'il ne faut pas leur expliquer qu'on est capable de leur proposer en apprentissage des trucs auxquels elles ne pensent pas? C'est-à-dire, je prends des exemples pour des TPE, PME. Il y a des fonctions que des TPE n'ont pas parce qu'elles n'ont pas la taille pour avoir ces fonctions-là. Sauf que si c'est un apprenti, on n'est pas sur le même modèle économique, ce n'est pas le même type de coût. Enfin, le contrat d'apprentissage est quand même le contrat de travail le moins cher qui soit et d'assez loin par rapport aux autres. Donc ça veut dire qu'en termes de... Et un apprenti n'a pas une productivité nulle, parfois très loin de là. Il y a même capacité à réaliser un travail à valeur ajoutée. Et du coup, je peux me retrouver avec des TPE qui pourraient avoir, notamment sur toutes les fonctions support, ou parfois sur les fonctions commerciales, en gros du surnuméraire auquel ils ne pensent pas, ou des fonctions qu'ils développent, parce que quand on fait jamais ils auraient recruté un salarié là-dessus, mais sur un apprenti, ça peut le faire. Et donc, et ça, ce n'est pas dans le scope d'un dirigeant qui ne va pas penser... vous voyez, il ne va jamais exprimer un besoin de cet ordre-là. On peut, chez certains, déclencher le besoin en leur montrant l'opportunité. Mais partir systématiquement de ce que sont capables de formuler les entreprises comme besoin est un peu restrictif par rapport à la réalité de ce qu'on peut faire avec elles. Donc sur des nouveaux métiers, etc., vous voyez, il y a quand même des représentations qui sont vachement ancrées. La dernière fois que Macron a parlé d'apprentissage, il nous a parlé du boulanger, du boucher, du charcutier, quoi. Il ne nous a pas parlé de l'ingénieur informatique, du qualiticien. Donc il y a des entreprises où on n'imagine même pas que certains métiers puissent être pourvus par l'apprentissage. Et puis, il y aura la question, si vous avez une activité sur les contrats pro, dès lors qu'elle est diplômante et non pas sur des CQP, c'est quand est-ce qu'on bascule? Parce que, et pour vous, alors là, déjà, il y a un premier comparatif. C'est si le coût contrat apprentissage est largement supérieur au barème de financement par l'OPCO, parce que les branches n'ont pas encore aligné les trucs. D'un côté, vous êtes financé forfaitairement, de l'autre, c'est à l'heure. Donc, il faut regarder. Mais économiquement, il y a des chances qu'on soit mieux sur l'apprentissage que sur le contrat pro. C'est à peu près certain. Pour l'apprenti, dans bien des cas, il est mieux traité socialement en tant qu'apprenti, son statut, qu'en tant que contrat pro. Ce n'est pas vrai pour les petits jeunes. Les 16-17 ans, mais il n'y en a pas beaucoup des 16-17 ans en contrat pro, mais dans ce cas-là, pour eux, en termes de salaire, il vaut mieux le contrat pro. Mais dès qu'on passe 21 ans, il n'y a pas photo, il vaut mieux être apprenti. Et etc. Et pour l'entreprise, si elle a moins de 250 salariés et si on n'est pas sur un diplôme supérieur à 4, elle va en plus bénéficier des aides. Donc les exos de charges, les aides financières, le coût contrat, etc. Et donc tout le monde va être gagnant à basculer. Donc on risque de... Enfin, c'est pas qu'on risque, c'est qu'on va avoir une disparition de certains contrats pro. Tous les diplômants ont vocation, peu ou prou, à basculer vers l'apprentissage. Et pour les CQP, du côté des entreprises, il faut se questionner. Hein. Est-ce que j'ai pas une offre Enfin, je veux dire, le CQP, ça va devenir un peu par défaut. C'est que si j'arrive pas à mettre un titre en face du métier auquel je prépare. Parce que sinon, la bascule apprentissage sera plus favorable. Donc, ça veut dire que si je le reprends dans l'ordre, une entreprise, d'abord, si elle recrute des alternants, elle se pose la question sur quel contrat je recrute. Ensuite, est-ce que je ne peux pas recruter sur des nouveaux métiers auxquels je n'ai pas eu recours jusque-là? Après, est-ce que je suis en capacité d'assumer moi aussi une partie de la formation et ça vaudrait le coup d'avoir un accord avec le CFA? Et enfin, est-ce que je ne crée pas le mien? Vous voyez, c'est quand même le bout de la chaîne. Hein. Est-ce que je ne crée pas le mien? Je pense que pour une majorité d'entreprises, l'étape 3, elle est plus pertinente que je crée le mien. Oui.
Ah, c'est Stéphanie qui a récupéré le... Non, j'avais juste une toute petite question. À quand, selon vous, le contrat unique en fait d'alternance? Ben, pas de suite, parce que en fait, c'était dans les hypothèses de départ, et on ne l'a pas fait pour 2 raisons. C'est que si on l'avait fait, on aurait donc permis à l'apprentissage de ne pas être que diplômant. Et on lui aurait donné les souplesses du contrat pro. Parce qu'on ne voulait pas perdre, c'est la première raison, on ne voulait pas perdre les souplesses du contrat pro. Et vous voyez, on a même élargi ces souplesses-là, le contrat pro expérimental, sans qualif, reconnu, etc. Outil d'insertion, c'est ça le positionnement. Et on voulait garder pour les jeunes et pour les familles le slogan, mais qui correspond à la réalité, un diplôme, un métier. Sauf que si vous l'ouvrez et que vous faites un seul contrat, c'est plus un diplôme, un métier, parce que je peux avoir, ça devient une formation, un métier. Mais oui, c'est moins sexy quand même. Hein. C'est un diplôme, un métier, c'est l'apprentissage, et ça permet de garder à l'apprentissage ce que je disais tout à l'heure, cette dimension. Choisissez la voie ou la modalité que vous voulez pour arriver au même diplôme. Vous voulez rester dans l'initial ? Vous voulez basculer sur un contrat, de toute façon, c'est le même diplôme et c'est la même finalité. Voilà, cette lisibilité-là, on n'a pas voulu la perdre. Donc, je pense qu'on est encore pour assez longtemps avec les 2 contrats. Parce que, du coup, ils sont positionnés sur 2 champs différents. Et quand on aura basculé peu ou prou la totalité des contrats pro diplômants vers l'apprentissage, la distinction sera plus nette qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a une zone de recouvrement. Mais on a une zone de recouvrement parce que l'apprentissage, il est fermé. Maintenant qu'il est ouvert, la zone de recouvrement, elle va s'atténuer. Et il nous restera les CQP et le non certifiant sur les contrats pro. Mais dès qu'on fait du diplômant, on passera sur l'apprentissage. Donc du coup, je ne sais pas si c'est très gênant de garder 2 contrats, c'est quand même pas... En tout cas, là, pour les 2-3 ans qui viennent, on a les 2 contrats, c'est sûr. Si, ah, c'est bon. Oui, merci. Et donc, il y a quand même l'âge au niveau du contrat de pro, puisque le contrat d'apprentissage, c'est 29 ans. Donc, on ne pourra pas faire de l'apprentissage. Non. Ouais, c'est réservé aux jeunes, qui sont jeunes un peu plus longtemps, mais malgré tout, ça s'arrête à un moment, la jeunesse. Oui. Ouais, enfin, dans les textes, parce que pour le reste, chacun se débrouille, hein, vous savez bien. Oui. Oui, en effet, c'est bien rappelé par le ministère de l'Éducation nationale que le contrat d'apprentissage, c'est de la formation initiale. Ça conduit à un diplôme et il y a cette volonté, et la volonté justement de garder la main sur la carte de formation en bonne intelligence avec notre réseau. Évidemment, l'idée, c'est de mutualiser avec les Greta, mais ce n'est pas de travailler en concurrence. Et on est bien sur des spécificités dues à la formation initiale. Au regard de ce que vous nous avez présenté ce matin, on vous en remercie. Force est de constater quand même que le réseau des Greta a quand même peu d'avenir en fait sans se positionner sur l'apprentissage. On a regardé en fait l'ensemble des informations sur les flux financiers, les modifications sur l'aspect pédagogique. Bon, pas pour demain, mais je pense quand même que les organismes de formation continue en fait ont quand même du bon à se faire. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels parce que c'est je vais vous dire comment je dis ça à mes clients de manière un peu cash. Ce qui disparaît, c'est une part d'activité sur tiers payant en formation continue. Ce n'est pas forcément l'activité, mais c'est une part sur tiers payant. Je vais vous dire ça, j'ai un organisme qui développe des formations qui sont de qualité, qui sont intéressantes, etc., qui connaît une belle croissance et qui a des difficultés parce qu'il est financé, travaille avec un secteur associatif et il a des difficultés avec l'OPCA, assez classiquement, pour faire financer ses formations. Et puis là, ce réflexe que dans certains OPCA, les gens qui ont de la croissance sont suspects.
truc. Bon. Et donc, on a des difficultés. Mais le dirigeant de ça, moi, je lui dis, si ton offre ne peut être vendue aux associations que parce qu'il y a un financement par un tiers, ça veut dire que tu es sur une activité qui est extrêmement fragile, non maîtrisée, et sur laquelle la valeur ajoutée de laquelle on peut s'interroger. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose qu'on ne m'achète que parce que c'est gratuit, il y a quand même une difficulté. Alors après, je peux être sur des marchés peu solvables, avec des gens qui ont peu de ressources, etc., et beaucoup de besoins. Ça existe aussi, c'est pas le problème. Mais si j'arrive pas à trouver quelque chose qui m'autonomise par rapport au tiers payant, c'est sûr que mon offre, elle n'est pas pérenne. Et en tout cas, à la prochaine réforme, ou le jour où France Compétences dit on met un peu plus d'argent là ou là, ben je ne suis plus. Vous voyez, les gens qui avaient développé, je veux dire, développer des offres collées à des dispositifs, et à la seule exception, vous avez raison, de l'apprentissage, c'est hyper dangereux. Les gens qui avaient calé une offre sur le congé individuel, et ça fonctionnait bien, etc., mais là, ça vole en éclats. Ça ne marche plus. Voilà. Donc, dès que je me rends dépendant du tiers payant, et donc je me poserai la question un peu différemment, mais vous allez dire que ça peut revenir assez largement au même, c'est sur l'apprentissage, j'ai un terrain qui est ouvert. Je ne sais pas ce que seront les gouvernements futurs, mais c'est assez douteux, surtout si ça fonctionne, qu'on revienne en arrière là-dessus. Enfin, je ne crois pas 5 minutes. Donc j'ai un terrain ouvert, effectivement. Et la question se pose pour tous les organismes de formation, est-ce que je vais ou pas sur ce champ-là? Et la deuxième question, c'est pour le reste, est-ce que je suis capable d'avoir une offre qui trouve son public sans être à 100% dépendant du tiers payant? Et si la réponse est non, il ne faut pas y aller. Voilà. Mais c'est vrai pour vous comme pour les autres. Après, je ne suis pas sûr que dans cette réforme-là, et je ne le dis pas par démagogie particulière, hein, mais je ne suis pas sûr que vous soyez les moins bien placés dans cette réforme-là par rapport à d'autres. Hein. Ça me paraît... enfin, vous voyez, vous maîtrisez quand même des fondamentaux qui sont mis en valeur dans la réforme sur lesquels d'autres ne sont pas positionnés aujourd'hui. En fait, ceux qui ne trouvent plus chaussures à leurs pieds dans la réforme, c'est tous les organismes de taille moyenne de formation continue, fortement dépendants, travaillant avec des TPE-PME et fortement dépendants du tiers payant. Alors cela, oui, pour eux c'est compliqué. Et s'ils n'arrivent pas effectivement à se repositionner sur de l'alternance, au sens global, ouais, ça peut être... Il faut quand même rassurer les Greta. On a une offre de formation quand même très diversifiée. Et puis, l'apprentissage, bien sûr, qu'on va travailler en complémentarité avec la formation initiale. Donc, l'apprentissage, bien sûr, on va y aller dans les Greta. Donc, pas d'inquiétude non plus là-dessus. Et puis, les publics de plus de 30 ans, il faut bien qu'on s'en occupe aussi. Donc, il n'y a pas que l'apprentissage... non plus. Enfin, c'est pas... Il y a un angle mort. Hein. Là, je ne vous ai pas parlé encore des demandeurs d'emploi, etc. Hein, cet après-midi. Donc, il y a tout ce volet-là que moi, je traite là ce matin plutôt du volet entreprise. Et oui, il y a d'autres marchés. D'autres marchés. Mais, oui, allez-y. Stéphanie, il y a une dame... Bonjour. Oui. Je voulais savoir, peut-être qu'on en parle cet après-midi, mais quel avenir pour les bilans de compétences et la VAE dans tout ça? Mais ce qui me... La VAE, je ne vois pas de difficulté particulière, surtout qu'on a préservé le congé VAE, contrairement au congé bilan qui, lui, a disparu. Mais pour le bilan de compétences, par contre, dans tout ça, il est plus très présent. Il peut être financé par le CPF, pas de problème, sauf que compte tenu des niveaux de financement des droits, de la valorisation des droits des salariés, en gros, si je me finance un bilan, j'ai plus rien pour un éventuel parcours de formation après. Et donc, du coup, ce que l'on conseille, et moi le premier quand la question se pose, c'est de dire aux gens, allez faire un CEP, c'est gratuit, essayez de l'approfondir, travaillez avec les gens qui le font. Et vraiment, le bilan, c'est jamais que si vous avez un besoin particulier où le CEP n'est pas en capacité de vous répondre, ou si vous trouvez une source financière et autre, parce que si derrière il y a un projet de formation, gardez la ressource que vous avez pour faire ça. Donc,
sur un calcul individuel, ouais, non, le bilan de compétences entre le CEP gratuit et la restriction des financements sur le CPF, il est pas très bien placé, quoi, c'est clair. Oui, enfin, je sais pas, vous voyez. Vous ne souhaitez, vous aviez un maigre espoir que je vous réponde autre chose, mais oui. Voilà, donc je l'ai dit. Ah non, mais c'est sûr. Et après, il faudra voir, parce que suivant le CEP aujourd'hui, c'est quand même contrasté, suivant les régions, la qualité n'est pas identique, les gens ne peuvent pas accéder exactement au même type de prestations. Il faudra voir, après l'appel d'offres là qui est en train d'être lancé, ce que ça donne. Quels opérateurs on a et qui est vraiment à disposition des gens pour faire ça. Et on verra le positionnement. Ce n'est pas exactement la même chose, hein. On est d'accord, CEP et bilan. Mais il n'empêche que pour l'individu qui veut qu'on l'aide à construire un projet de formation, le chemin le plus naturel, c'est d'abord le CEP. Puis ils ont une autre raison. Hein. C'est que le CEP est obligatoire quand on est sur un projet, vous savez, de transition, où je vais en fait démissionner en ayant l'accord de la CEPIR pour avoir le chômage pendant la formation. Donc là, c'est obligatoire de faire un CEP et c'est fortement recommandé quand on va demander un CPF de transition. Et donc, l'un et l'autre font qu'on recommande vraiment aux gens de faire systématiquement un CEP dès lors qu'ils ont un projet de formation pour les aider à le construire, à le valider, etc. Et dans un dossier, quelqu'un qui est passé par un CEP, il a un avantage considérable. Et ça lui permet d'éviter de consommer sa ressource perso pour ça. Voilà. D'ailleurs, on fait la transition avec... oui, alors, je voudrais terminer sur l'apprentissage avec une chose. C'est... voilà, je pense qu'on va avoir ça. Il se trouve que on est sur une toute petite classe d'âge creuse. Enfin, on a un tout petit creux là sur les 15-20 ans. Après, ça va repartir, mais on a le creux de l'après en 2000 qui nous fait une petite vague sur les jeunes. Alors, peut-être pas sur tous, évidemment, et sur tous les segments. Je pense que la croissance de l'apprentissage, vous le constaterez, elle va se faire d'abord. En fait, la réforme va amplifier la croissance dans le supérieur. Je veux dire, ça va être le feu de brousse. Hein. C'est très prévisible. Sur les niveaux 5 et 4, c'est pas sûr que ça s'emballe de la même manière et qu'on ait d'ailleurs les mêmes niveaux de compétition. Il n'en reste pas moins qu'on risque d'avoir le phénomène suivant. Par rapport à l'offre qui est disponible aujourd'hui, les jeunes pourraient avoir, et ça c'est une problématique pour les branches qui sera sans doute un peu nouvelle, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir plus de concurrence qu'avant entre des métiers différents et des secteurs différents. Quand je parlais de mobilité professionnelle plus importante que géographique, vous avez des jeunes qui vont prendre un contrat d'apprentissage, d'abord parce que c'est pas loin de chez eux, ensuite parce qu'il y a un emploi, après parce qu'il y a un salaire, et au final pour le type de formation et de diplôme qu'on prépare. Vous voyez, on est parfois dans un ordre un peu différent de mon objectif, c'est ce diplôme-là pour ce métier-là. Je joue peut-être pas ma vie sur le contrat que je suis en train de faire là, mais je me règle quelques soucis du moment. Et donc, on risque d'avoir, parce que je veux le raconter plus directement. Je travaille avec le réseau paritaire des CFA du BTP, qui sont évidemment fortement impactés, mais qui disent « Ouais, mais sur nos métiers, il n'y a pas beaucoup de concurrence parce qu'il n'y a personne qui fait des maçons, des couvreurs, des machins, etc. C'est nous, puis les autres, on les connaît qui le font. Mais vous n'êtes pas en compétition avec les autres qui font vos métiers. Vous êtes en compétition avec des gens qui préparent à tout à fait autre chose. » Parce que le jeune, lui, il n'est pas fixé. Je veux dire, je n'ai pas que des gens vocationnels qui viennent chez moi parce que toute leur vie, ils ont rêvé d'être couvreurs. Donc, je suis en compétition avec les offres accessibles au même type de jeunes sur un territoire géographique. Et donc, je suis en compétition avec le commerce, avec l'industrie, avec le truc, etc. Et la question n'est pas, je suis protégé parce que demain, j'aurai personne qui aura les matériels, les outils, les machines, les savoir-faire pour travailler sur nos métiers. La question n'est pas du tout là. C'est plus large que ça. Oui, alors ça met, pour le coup, sur le sourcing, un enjeu considérable. Et je pense que sur l'apprentissage, le vrai enjeu, il va être là.
c'est qui est capable de faire un vrai sourcing. Et ce que je constate sur ce champ-là, c'est la demande, mais très rapide, de constitution de CFA en réseau. C'est-à-dire que j'ai des CFA existants aujourd'hui qui me disent il faut qu'on intègre un réseau. Parce que si on n'est pas dans un réseau, on ne va pas avoir les moyens, nous, de faire tout le sourcing qu'on devrait faire. On ne sera pas présent partout, on ne pourra pas aller dans tous les salons, on ne pourra pas être dans tous les endroits, on ne pourra pas faire le tour, etc. Donc on n'a pas ces moyens. Ça, il faut qu'on le partage, il faut qu'on le fasse à plusieurs. Et donc, soit les gens se regroupent spontanément, soit ils recherchent des réseaux. Et je pense que sur l'apprentissage, il y a une question, c'est quelle est notre offre, mais je pense qu'il y en a une seconde qui vient très très vite, c'est avec qui on travaille. C'est avec qui on travaille. C'est est-ce qu'on est vraiment... Alors vous êtes déjà un réseau, donc on pourrait se dire c'est en partie réglé, mais malgré tout, je crois que la question se pose, et même sur des territoires, de savoir avec qui vous travaillez, y compris en dehors du réseau. Mais je pense que vous n'avez pas attendu pour avoir ce genre de réflexion, même d'action. Mais c'est une question qui se pose à tous les CFA. Est-ce que je suis capable, sur quelque chose qui risque de devenir, sur le recrutement en amont, quelque chose de très tendu, est-ce que je suis capable de le gérer tout seul, ça? Ou est-ce qu'il faut que je le fasse avec d'autres? Et puis on a ça dans l'offre, c'est est-ce que vous proposez, vous voyez par exemple, et ça pourrait ne pas être évident parce qu'on pourrait se dire que par leur culture, ce n'était pas leur vocation première. Mais quand je parle de plateforme d'hébergement, ceux qui se préparent, enfin, c'est pas qui se préparent, c'est qui sont déjà en train de le proposer aux entreprises, c'est les compagnons. Les compagnons proposent aux entreprises de surtout pas créer leur CFA, mais de le faire, d'être hébergés par eux. Et donc, eux, ils sont CFA, ils organisent des cursus, ils mettent à disposition les tuteurs pédagogiques, ils garantissent la qualité de tout, et l'entreprise prend la part de formation qu'elle veut. Voilà. Et donc, c'est des offres qui n'existaient pas sous ce type-là sur l'apprentissage. On avait très peu ce type de montage-là. Et c'est plutôt ça qu'on risque de voir. Et c'est un peu comme tout à l'heure sur l'action de formation. J'ai une gamme de prestations qui s'élargit. Sur quoi je me positionne exactement? Est-ce que ça, vous avez envie, les moyens, la capacité de le faire ou pas? Alors peut-être oui, peut-être non, j'en sais rien. Mais on est quand même obligé de se poser la question. Avec quel type d'établissements de formation éventuellement partenaires on peut faire des choses, avec quelle entreprise partenaire, et est-ce qu'on est en hébergement ou en service. Et au final, là-dessus, alors l'équilibre économique, on a aujourd'hui quasiment presque tous les éléments pour le calculer. Le sourcing des jeunes, je viens de dire, à mon sens, la vraie difficulté elle va être là. Et puis après, mais c'est ce que dit le ministère, il dit on a levé tous les verrous à l'apprentissage, la seule inconnue qui reste, c'est est-ce que les entreprises seront au rendez-vous. Donc est-ce qu'on aura des recrutements ou pas? Et je vais souligner un paradoxe là-dessus. Vous avez tous entendu, depuis des années, qu'il y avait trop d'organismes de formation. Hein, que s'il y en avait moins, on se porterait mieux, etc. Moi, j'ai jamais compris ce truc, mais bon, c'est comme ça. Là, on est en train de nous dire exactement l'inverse. Hein. C'est plus il y aura de CFA, mieux ce sera, parce que c'est eux qui vont booster l'offre, c'est eux qui vont aller chercher les jeunes, c'est eux qui vont aller chercher les offres d'emploi dans les entreprises, etc. Donc on compte sur la multiplication des structures pour favoriser le développement global du dispositif. C'est exactement l'inverse. Avec cette difficulté que moi, il me semble que l'apprentissage ne pourra pas être une activité résiduelle. C'est-à-dire que le volume nécessaire pour être performant sur ce champ-là est en train de s'élever très très vite. Et d'où la question pour certains que seuls, ils n'y arriveront pas. Et que donc, ils sont obligés de trouver des partenaires. Puis après, il y a quelle capacité on a à produire ça. Vous faites le maillage des deux. Je peux diversifier les pédagogies, je peux diversifier les parcours et je peux structurer différemment ma production d'apprentissage avec des partenaires. Et vous avez un chantier quand même. Hein, vous avez un chantier. Avant